Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Arsenal French Club, le podcast. Ce soir, on débriefe de l'affiche du week-end qui opposait nos Gunners d'Arsenal à l'Emirates face à Liverpool. Pour m'accompagner, vous les connaissez, la rédac avec Louis. Salut Louis, Salut Raoul, salut à tous. comment va? Ça va, frustré, mais ça va. Ça va. Ouais, on va y revenir. Et un invité qui nous a fait l'honneur d'être déjà là pour le petit podcast d'avant-match pour le derby face à Tottenham, si je ne me trompe pas. Thomas, de l'équipe des Artilleurs. Salut Thomas. Salut les gars, merci pour l'invitation. Bah, merci de l'avoir accepté parce que on est comme à Arsenal, il y a beaucoup de blessures en ce moment chez nous. Messieurs, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Vous l'aurez entendu, je suis enroué slash malade et je me suis fixé comme objectif d'essayer de faire un podcast d'1 heure. Alors, c'est pas gagné, mais je vais essayer de pas parler déjà et on va essayer de d'aller à l'essentiel. Même si, messieurs, je vous l'avoue, j'ai tellement de choses à dire. Je crois que je pourrais parler de ce match pendant des heures et des heures. Avant la compo, Louis, tu es au courant. Thomas, je pense que tu nous écoutes, donc tu es au courant. Méchad a mis en place, je le répète, une nouvelle rubrique qu'il a dénommée l'Instant Passion. Je le rappelle pour les auditeurs et pour toi, Thomas, au cas où. Alors, son nom peut un petit peu tromper, mais en gros, on va demander à chacun de nos invités. En gros, l'Instant Passion, c'est le point, le fait marquant d'un match, le joueur, une situation, un coup de gueule sur lesquels vous aimeriez que l'on revienne durant ce podcast. Et Thomas, en tant qu'invité d'honneur, je te laisse la parole. Y a-t-il un sujet sur lequel tu voudrais que l'on revienne? Bah déjà, y a-t-il un sujet? On te demande un sujet sur lequel on reviendra un peu plus tard dans ce podcast. Euh, Là, il est pris à froid, là. Bonne question. Je dirais l'animation offensive et Ok. le fait notamment qu'on n'ait pas joué avec un neuf vraiment axial en fait. J'ai l'impression qu'on a joué sans neuf. Ouais, alors c'était super compliqué à déchiffrer. C'était super Ouais, compliqué, j'ai trouvé. exactement. Mon ami Louis. Moi, je vais dire Thomas Partey. Ok. Bon, forcément, je savais qu'il y en avait un de vous deux qui le prendrait. Alors moi, j'avais préparé deux sujets différents en fonction d'une victoire ou d'une défaite. Je m'étais dit que si on gagnait, parce que j'aime pas parler d'arbitrage quand on perd, si on gagnait, je parlerais du niveau de l'arbitrage. On n'a pas gagné. Et j'avais dit que si on perdait, je parlerais de Thomas Partey, mais le sujet est déjà pris par Louis. Du coup, Joker et en tant qu'animateur, j'ai le droit, mais je vais trouver. Messieurs, je vous propose de passer et de commencer avec la composition de l'équipe, le 11 de départ. On connaissait un petit peu les absents du jour, notamment avec Saliba suspendu. On avait des incertitudes jusqu'à hier sur l'état de forme de Saka et de Timber. Et comme on va pouvoir le constater, les deux étaient bel et bien présents. Alors, dans les cages, nous avions David Raya, défense A4 avec Thomas Partey, Ben White, Gabriel et Timber. Je sais même pas comment le présenter. Pour moi, c'était un 4-5-1, mais bref, milieu de terrain, Saka, Rice, Merido, Martinelli, Havertz, Trossard. Je vais pas mettre d'attaquant. On en discutera un petit peu après, notamment de l'animation offensive avec Thomas. Messieurs, la traditionnelle question, qu'avez-vous pensé de cette composition d'équipe? Allez, Louis. De mon côté, alors bah effectivement, comme tu dis, il y avait beaucoup d'incertitudes, donc il y avait beaucoup de compos qu'on pouvait effectivement faire selon les blessés. Après, effectivement, heureusement que Timber et Saka étaient prêts. Et après, pour le reste de la compo, à part Partey, où effectivement c'était une surprise, et encore que, on sait que Arteta aime bien le mettre dans le couloir droit quand il a besoin. À part, on va dire, le choix Partey arrière droit, c'était somme toute quand même une compo assez classique.
Ok. Thomas? Ouais, bah, je rejoins Louis. On avait comment dire, des joueurs disponibles qui nous obligeaient à faire des paris et à forcément risquer des choses. Là, on a vu qu'il y avait en fait un risque du côté de Partey, mais on a vu il y a aussi des choses qui ont été un peu risquées au milieu, avec un milieu qui a changé par rapport à ces derniers temps et une animation offensive qui a un peu changé. Donc, j'avais hâte de voir ça quand j'ai vu la formation, parce que je me suis dit, il y a quelque chose, il y a une idée derrière ça, parce que il y a quelque chose de curieux dans sa manière d'avoir monté l'effectif et d'avoir animé le jeu pendant ce match. Ouais. Et pour conclure sur la compo, et Louis pourra en témoigner, à 16h15, quand la compo est tombée et que j'ai vu Partey arrière droite, je me suis directement allongé, je me suis mis en position latérale de sécurité. Et je... et j'étais pas bien parce que la deuxième mi-temps face à Bournemouth n'a pas montré forcément beaucoup de certitude sur Partey arrière droit, la saison passée non plus. Mais quand je me trompe, je sais le reconnaître et Partey a fait un match extraordinaire à droite. Après, effectivement, la compo laisser présager un schéma tactique ou en tout cas un plan mis en place par Arteta. Et c'est vrai que du coup, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner, non pas forcément en termes d'animation offensive, mais en termes d'animation. Euh, Parce que, encore une fois, alors encore maintenant, je suis incapable de vous dire dans quel schéma de jeu on a évolué. On a vu un Partey qui est rentré énormément aussi dans l'axe. Donc, effectivement, Ouais. c'était un. Alors, alors, il y avait White Partey, effectivement. Après, il y avait Gabriel. À gauche, il y avait Timber. C'est un espèce de 3-2 avec Partey et Rice qui rentraient à l'intérieur. Et après, effectivement, c'était un Trossard très, très libre, un Havertz qui décroche beaucoup et un Saka et Martinelli qui ont tenté d'élargir le bloc de Liverpool le plus possible. Donc, oui, effectivement, c'est très, très mouvant comme schéma. D'ailleurs, je sais pas Thomas si c'est toi qui l'avait écrit sur X, parce que je sais pas s'il y a que toi qui a accès au compte des artilleurs sur X ou si Flo également peut poster. Mais en tout cas, le compte artilleur avait annoncé que il y avait une sorte de senteur que pendant les phases offensives, on serait en 3-2-2-3. Ouais, bah ouais, pour confirmer, c'est bien moi qui gère le compte. Flo a son compte perso sur lequel il donne son avis. Mais ouais, moi j'étais parti là-dessus en me disant que en effet Partey rentrerait à chaque fois dans l'axe et pousserait soit Merino un peu plus haut. Mhm. Moi j'avais pensé à justement Merino et Trossard qui étaient un peu plus haut. Finalement, je trouve que dans la première mi-temps, Partey est pas rentré tant que ça à l'intérieur, beaucoup plus en deuxième, mais pas tant que ça. Il est resté plutôt collé à sa ligne à droite. Ça a plutôt été une relance avec à 3 avec White, Raya et Gabriel. Et en fait, on avait vraiment Havertz et Trossard assez excentrés. On le voit sur le premier but, hein, d'ailleurs avec la passe décisive de White pour Saka. On voit qu'il y a personne en fait dans l'axe. On voit qu'il y a personne Et finalement, c'est ça qui est un peu perturbant aussi pour Van Dijk et Konaté, c'est qu'en fait, ils marquaient personne, Ils ont quoi. personne à Ils, prendre, ouais, ils ont effectivement. personne à prendre et tous ceux qui arrivaient vers eux, à chaque fois, ils arrivaient lancés, que ce soit Trossard, que ce soit Havertz. Et du coup, j'ai trouvé, en tout cas sur la première mi-temps, j'ai trouvé que c'était plus un 4-2-2-2 euh, que finalement une défense à 3. J'ai refait un tweet après pour dire que en fait c'était pas enfin je voyais plus ça du tout comme ça en regardant l'animation, mais c'était plutôt vrai je pense en première mi-temps. Et on parle d'animation, on parle de la première mi-temps, de l'entame de cette première mi-temps, contrairement à ce que l'on a pu voir en Ligue des Champions, notamment cette semaine. Il y avait pas cette volonté ou cette capacité, ou en tout cas, c'était pas forcément dans le plan de jeu d'aller presser Liverpool très très haut. Et on a vu un début de rencontre, alors pas forcément dangereux pour Liverpool, mais on a vu un début de rencontre très très calme, très posé, très stratégique, j'aurais tendance à dire, où j'avais l'impression, pardon, je vais parler pour moi, que les deux équipes s'observaient vraiment. Et avant de parler de cette 10e minute, qui est le premier fait marquant du match,
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de début de rencontre ou est-ce que vous avez trouvé qu'on a essayé d'être directement très ambitieux ou au contraire, est-ce que vous avez trouvé qu'on était très dominé? Non, non, oui, effectivement, le début de match a été très très calme et on va dire, enfin, tout le monde s'est un peu jaugé pendant, on va dire, 10-15 minutes. Je pense que nous, on s'est très très vite méfié des longues diagonales de Van Dijk sur Luis Diaz qui le recherche en permanence. Je pense que Liverpool avait très très bien ciblé que en termes de vitesse, Luis Diaz pouvait nous faire très très mal dans le dos de Partey. Bon, heureusement, Partey a très très bien tenu son rang, donc là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Mais effectivement, oui, le début de match très très calme. Après, on savait que Liverpool était aussi une équipe depuis le début de saison qui aime avoir la possession, donc on va dire un début de match très tranquille, mais ça m'a pas plus choqué que ça au final. Thomas, quelque chose à Ouais, rajouter? ouais, bah, 10-15 minutes où on les attend un peu. J'ai trouvé que dans la relance, on attendait vraiment qu'ils viennent presser, etc. Moi, j'étais un peu la même sensation, l'idée que, en fait, on voulait pas trop découvrir comment dire, le dos de nos défenseurs et notamment de créer, bah voilà, de laisser trop Thomas Partey en un contre un. On voyait qu'il y avait Saka qui était toujours très très attentif à rester proche de lui et à pouvoir déclencher une prise à deux si nécessaire. Et progressivement, on a commencé, mais même sur la passe de White, hein, la passe de White sur Saka, c'est les Liverpool qui est très très haut, qui pressent chez nous. On les attend, et puis ça passe qui vient prendre de dos bah, toute la défense de Liverpool qui avait une ligne défensive très très haute, quoi. Et du coup, Saka se Mm. trouve en un contre un et il marque là-dessus. Mais c'est vrai que pendant 10-15 minutes, on sort pas trop trop de chez nous. Ouais. Bah, du coup, t'as spoilé ce qui s'est passé. 10e minute de Merde! jeu, merde, Ah, il y a des putain, gens les qui gars. étaient pas au Ouais, courant. Ah, ouais, désolé ouais. les gars. C'est sûr que ceux qui vont écouter le podcast ne savent absolument pas qu'on a fait 2-2. Et donc, ouais, 10e minute de jeu. Franchement, je m'y attends pas du tout. Mais une passe en profondeur parfaite de White avec pour Saka avec Robertson qui le met en jeu mais qui est pas totalement aligné sur sa défense centrale Van Dijk et Konaté et donc Saka qui part un petit peu dans son dos qui le crochette qui se met sur son pied gauche et qui, qui fusille clairement Keller. Je crois que bah, moi j'estime un petit peu, j'en ai parlé avec un pote qui était pro Liverpool et qui commençait à me chambrer, qui me saoulait déjà, que moi je trouve que Van Dijk il défend pas bien parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y croit pas au début et en fait il coupe sa course et en fait quand il voit que Saka fait son crochet pour se remettre son pied gauche, il essaie de réaccélérer mais c'est toujours ce fameux temps qui lui manque à la fin. Par contre le retour du capitaine Saka, ouah, qu'est-ce que ça fait du bien et franchement, de mener face à Liverpool avec toutes les incertitudes et dans le jeu et dans l'état de forme de joueur au bout de 10 minutes, très clairement, si quelqu'un l'avait prédit, qu'il se manifeste dans les commentaires, mais chose incroyable, en tout cas, on prend. Et merci, merci Saka. Quelqu'un veut parler un peu de ce but, messieurs? Un but traditionnel de Saka d'ailleurs, hein. Voilà. Oui, après, c'est vrai que la passe de White, elle est magnifique parce qu'elle est vraiment dans le bon tempo. Et après, effectivement, c'est Robertson joue quand même très très mal le coup Ouais. pour le coup. Saka, effectivement, sur son pied gauche. Bon, après, on sait qu'une fois que la fenêtre est ouverte pour Saka sur son pied gauche, c'est très compliqué de l'arrêter. Mais globalement, on a vu un Saka qui a fait plier Robertson pendant 45 minutes et ça a été très très dur pour lui, à tel point que Robertson, de toute façon, sort à l'heure de jeu, ensuite, je crois, à peu près en seconde mi-temps. Donc, oui, Robertson qui a fortement souffert, alors que c'est quand même un arrière-gauche quand même qui est très réputé en Première Ligue depuis maintenant 5-6 ans, même un peu plus. Mm. Donc, oui, oui, effectivement, le retour de Saka a fait forcément du bien parce qu'on attendait ce qui a pêché pour Arsenal la semaine dernière et même contre le Shakhtar, ça a été un petit peu le manque de leader à ce niveau-là sur le terrain. Et là, on a vu que forcément, quand on a un leader qui revient et qui à tout moment peut faire pencher la balance, ça fait du bien. Même si forcément il a manqué un peu de jambes, on va dire en deuxième mi-temps, ce qui est normal, un peu comme Timber aussi, manque un peu de rythme et manque un peu de jambes en seconde mi-temps. Mais bon, globalement, on est content de ce retour et vu le nombre de blessés,
on est très content d'avoir pour une fois des joueurs qui reviennent plutôt que des joueurs qui partent. C'est clair. Thomas, quelque chose à rajouter sur ce but-là? Bon, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que plutôt sur la passe de White, c'est le genre de passe que Saliba fait pas. Et vraiment, ce genre de passe-là, il en fait vraiment très rarement. Et là, très spontanément, on a senti aussi la connexion White-Saka, quoi. Ils se regardent, ils se connaissent. Et c'est une passe qu'il a l'habitude de faire quand il est arrière droit. Euh, et là, j'ai trouvé que c'était excellent parce que c'était surprenant. Et je pense que Liverpool s'attendait pas à une passe comme ça provenant de cette zone-là. Donc, voilà, je loue aussi le choix et la décision de faire cette passe à ce moment-là. C'est clair. Du coup, on mène 1-0. Alors, j'avais pris quelques notes en première mi-temps parce que je trouvais qu'il y avait quand même, quand je vais dire, a été pas mal animé. Il y a eu quand même quelques situations franches des deux côtés. On mène 1-0 et après, on connaît toujours cette fameuse phase, quand je dis on, dans le foot en général, cette fameuse phase qui suit le but que tu marques, où on dit toujours, les gars, dans les 5-10 minutes qui suivent le match, il faut être encore plus attentif. Et à la 14e, on a Saka sur son côté, qui la donne à Merino dans l'axe, qui loupe son contrôle. Et du coup, première alerte, Salah pardon, frappe directement de son pied gauche, l'enroule. La balle n'est pas cadrée. Je pense que Raya était déçu, mais là, du coup, tu as déjà un petit peu la senteur où en fait, tu te dis que bah ouais, on est encore convalescent et que à tout moment, avec un Liverpool leader, alors leader, il n'était pas leader au moment du match puisque City l'avait emporté hier et était passé devant, mais en tout cas, c'était le leader du championnat avant le départ de cette journée-là. Et on se dit qu'à tout moment, ça peut basculer. 18e, 8 minutes après le but, corner pour Liverpool. Corner rentrant d'Alexander-Arnold, déviation de Diaz au premier poteau et but de Van Dijk. On reprend un but sur coup de pied arrêté. Euh, ouais, j'ai tellement de choses à dire sur ce but et en même temps pas grand-chose. Je trouve que qu'Havertz et que Martinelli défendent très très mal sur Diaz au premier poteau et qu'en fait ça vient de là. Après la balle elle tombe sur la tête de Van Dijk. Raya clairement sur ce corner-là ne peut absolument rien faire. Il y a une forêt de joueurs devant lui. À un moment donné, tu sais même pas où est le ballon. Mais je trouve vraiment que la prise à deux de Diaz, parce que c'est une prise à deux de Diaz, ou Havertz, juste avant le coup de pied, juste avant que le corner soit tiré, pardon, regarde derrière lui, puisque Diaz vient dans son dos. Martinez ne le suit pas vraiment, ne communique pas. Diaz arrive à dévier, et je pense que c'est vraiment là que le but se joue en fait finalement. Et après Van Dijk, ben, voilà, on connaît son jeu de tête et puis bah, il la met au fond. Et franchement, ça fait chier. Excusez-moi du gros mot, voilà, je l'ai dit pour la soirée. Mais parce que tu te dis qu'en fait, sur les 10 minutes qui suivent le but, on leur donne une première occasion parce qu'on fait une erreur, mais dans le jeu, Liverpool n'est pas impressionnant. Je trouve franchement qu'on les malmenait. Et je crois que même au niveau des stats, il y avait il y avait une stat de possession de balle. On était quasiment à du 60-40 ou du 65-35. Donc c'est assez rageant de prendre un but comme ça. Est-ce que vous partagez cette analyse-là, messieurs? Est-ce qu'elle est différente? Non, mais comme tu as dit, je pense qu'il y a sur oui, sur le but, il y a au final pas grand-chose à dire. Effectivement, c'est une somme de mauvais placements, de mauvaises interventions, aussi de pas de chance au final, parce qu'effectivement, le ballon retombe pile sur la tête de Van Dijk. Donc après, je pense que là-dessus, l'absence de Saliba aussi fait mal sur ce genre de situation où il est très souvent premier poteau pour dégager ce genre de ballon. Et au final, je crois que sur les 11 derniers buts qu'on a encaissés, c'est 7 sur coup de pied arrêté. Ouais, Donc ça fait beaucoup. fait très très mal dans un domaine où auparavant on était maître. Donc voilà, comme tu l'as dit, Arsenal un peu convalescent. Le foot se joue sur des détails. Et là, bah, le petit détail nous a punis, malheureusement. Mm. Ouais, pas grand-chose à dire sur le but sur corner. C'est plutôt bien joué de leur part et en effet, peut-être un peu naïf, notamment Havertz au premier poteau qui se laisse passer devant par Diaz. Mais voilà, c'est bien joué, c'est bien tenté et en effet, ils sont très dangereux
Sur coup de pied arrêté, l'impression qu'on peut pas faire grand-chose et en même temps, l'impression qu'il y a eu, qu'ils ont eu que ça sur cette première mi-temps. Donc c'est aussi frustrant de se dire, les gars, ils ont eu un demi-bout d'occasion et ils la mettent direct. Donc c'est de ce côté-là, c'est forcément frustrant. Ce but-là, il arrive un peu de nulle part C'est finalement. clair. Mais du coup, je trouve que mentalement, en tout cas, on n'est pas impacté par cette égalisation, pardon, j'ai vraiment du mal, par cette égalisation de Liverpool, puisque, mais vraiment quelques minutes après, je crois 1 ou 2 minutes après, il y a une faute sur le côté droit. Je crois que c'est Rice qui va tirer le coup franc pour Merino, qui est tout seul au 6 mètres, mais vraiment tout seul. Et je crois que le côté défenseur de Merino a pris le dessus sur le moment, puisque il défend très très bien devant Keller et qu'il la met, je crois, en touche ou en 6 mètres, mais elle doit passer à, je sais pas, à 20 mètres du but. Mais c'était pour moi une vraie occasion franche, pardon, de reprendre le lead sur cette rencontre-là, parce que le coup de pied arrêté, et je sais pas, messieurs, si vous pourrez confirmer ou pas, mais je crois que c'est vraiment Rice qui est en charge d'ailleurs de quasiment tous les coups de pied arrêtés et qui Ah les oui, a oui, vraiment, oui. vraiment très, très bien tirés. Mais Merino, il est vraiment tout seul. Ouais, Mais je crois après, qu'il il est aussi un peu déséquilibré. Je crois qu'Havertz les fleure légèrement, etc. Donc, c'est Partey, je crois. C'est Partey ouais, c'est qui lui parté, tape je crois. dedans en Donc, fait et ça le projette sur le ballon. Et en effet, il est pas, il arrive sur le ballon et on voit la jambe de Partey qui le fauche. Je crois même que Merino, juste après, demande la faute. Et Partey lui dit non, non, mais c'est moi qui t'ai tapé dedans, en fait. Ah bah je crois que j'étais en train de courir dans mon appartement en train de m'énerver, ça j'ai pas, j'ai pas vu, j'ai pas vu Mais oui, cette oui, il séquence-là. demande la faute, Merino, Ok. justement, il me demande penalty. Et Et après il en a mal fait, à l'épaule. Ouais. et ouais, ouais, et t'as Partey qui lui met un coup de. En plus, Partey était très bien placé, donc c'est dommage. et Manque ce de qui est marrant, c'est que communication. il fait exactement le même mouvement que sur son but au final. Ouais, Donc, on voyait exactement. Mais vraiment c'est que c'est- c'est c'était. les deux, c'est copier-coller hein, Ah finalement. Hein, oui, et puis même la qualité des coups de pied arrêtés de Rice aussi sur ce match a été assez phénoménale parce que, et au final, je pense que quand on l'a acheté, c'était pas forcément quelque chose qu'on avait identifié de son passage à West Ham. Hmm. Sa faculté à extrêmement bien tirer les coups de pied arrêtés. On voit vraiment que c'est la zone qui est recherchée et que Merino était constamment dans cette zone. Donc ça, c'était largement travaillé. Ça, c'est clair et net. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je vais juste signaler un fait de jeu parce que je voudrais qu'on y revienne de façon beaucoup plus large juste après. Sur la faute, avant que le coup franc soit tiré, Diaz se permet de dégager le ballon. Oui, je vois où tu veux en venir. Il y a, je pense, à peu près 3 joueurs qui viennent dire à l'arbitre, en gros, alors je ne lis pas sur les lèvres, mais on peut tous deviner, c'est que l'arbitre, à chaque fois qu'on fait ça, nous, on prend un jaune, et là, c'est devant tes yeux, et il se passe rien, quoi. Et je le factualise juste maintenant, parce que c'est quelque chose qui va revenir plusieurs fois dans la rencontre, et qui va rejoindre un petit peu, je pense que ce qui va être finalement mon coup de gueule, c'est que plus les matchs passent, plus l'arbitrage au sens large est en train de créer un sentiment de frustration, voire d'injustice dans les prises de décision contre Arsenal par rapport aux autres équipes. Vous aurez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je trouve que c'est assez symptomatique. En plus de ça, à un moment donné, l'arbitre, il peut dire, ouais, j'ai pas vu, tu vois, mais quand tu as un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs qui dit, mais attendez, nous, on prend des jaunes systématiquement pour ça, voire même des rouges quand c'est un deuxième jaune. Voilà. Je me tarde pas plus, mais je pose juste le contexte à ce niveau-là. Dans la foulée, on a 23e minute, Saka qui rentre de son côté droit sur son pied gauche et qui frappe enroulé, mais la frappe passe bien au-dessus. Et je voudrais qu'on s'arrête à la demi-heure de jeu, messieurs, parce que j'ai envie d'avoir votre avis sur faute ou pas faute sur Martinelli. On recontextualise rapidement, si vous ne l'avez pas en tête, il y a un cafouillage, Martinelli se fait bousculer, arrive à toucher le ballon et à la remettre en retrait. Averse laisse rebondir le ballon et frappe du pied gauche, mais la frappe passe au-dessus, mais sur les ralentis et même en direct, je trouve, il y a, je crois que c'est Konaté, il y a une sorte de balai, ce que moi j'appelais un balayage, volontaire ou non, on s'en fout, mais en tout cas, il y a Konaté qui fait perdre ses appuis à Martinelli qui est au duel dans la surface de réparation. Estimez-vous, messieurs, que ce contact est suffisant pour siffler penalty ou pensez-vous que l'arbitre a pris la bonne décision? Alors, je vais laisser Thomas commencer parce que moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. J'ai beau revoir la vidéo et les screens et tout.
Je ne sais pas. Bah, si c'est pas évident, ça veut dire que finalement, c'est pas forcément une injustice que le penalty soit Bah, pas, en, ne en soit pas fait, il y sifflé, quoi. a, enfin, on voit des vidéos et des screens où il y a des angles où Konaté prend le ballon, il y a un autre angle où il prend d'abord Martinelli puis après le ballon. Martinelli en plus fait une espèce de main-épaule juste avant, donc franchement, Après, c'est à tort partagé, ok, il n'y a pas de souci. Mais je, moi, je vois une sorte de. Mais encore, vraiment, je vais appeler ça un balayage involontaire parce que il y a vraiment un ralenti qui est pris de derrière, tourné vers le but de Keller, où on voit Martinelli au moment où il touche le ballon du bout du pied pour essayer de la mettre en retrait. Il y a ce balayage qui déséquilibre Martinelli. Je crie pas à l'injustice, vraiment, parce que je suis pas une pleureuse qui va tout mettre sur le dos de l'arbitrage. Mais en fait, je me dis un peu comme toi, Louis, mais moi je me dis si siffle le penalty, franchement, les images peuvent le conforter dans son choix. Et s'il ne siffle pas, on peut dire que la faute est trop légère. Thomas, est-ce que tu as un avis là-dessus? Puis partagé aussi. Ouais, ok. Pour moi, en fait, je trouve que le tacle de Konaté est pas maîtrisé parce que en fait, il anticipe la course de Martinelli et en fait, pour moi, il touche pas le ballon. Je crois que pour moi, c'est plutôt Alexander Arnold qui la dévie juste avant et qui enlève un petit peu le ballon à ce moment-là. Mais pour moi, c'est vraiment le côté tacle non maîtrisé dans la surface. Après, je pense que ce qui peut être sifflé à ce moment-là, et c'est toujours un peu chiant comment dire, à comprendre, ou en tout cas c'est un peu chiant à admettre, c'est que l'arbitre, il part toujours du principe que, même enfin souvent, hein, très souvent, que même s'il y a faute, si le joueur qui avait le ballon l'avait déjà perdu, il n'y a pas penalty. Ouais, mais À là, chaque fois, c'est ça. c'est une interprétation des règles du jeu. La règle du jeu, elle dit s'il y a faute, il y a faute, hein. Souvent, l'arbitre, il te dira si le joueur n'avait pas le ballon juste après, et avait perdu le ballon de toute façon, il ne l'aurait pas eu. En général, même s'il y a une petite faute, tu vois bien que les pénaltys, tu sens bien que c'est la décision lourde que les arbitres ils veulent pas prendre. Ils Mhm. partent toujours du principe que si le joueur l'avait pas, il y a eu plein de décisions comme ça qui vont dans ce sens-là parce que c'est lourd à décider. Et j'ai l'impression que je retrouve ça, quoi. C'est-à-dire, Martinelli avait déjà perdu le ballon, il se fait faucher, et voilà. Mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est chiant et j'ai un peu de mal avec cette règle-là, avec ce principe-là, parce que clairement, Konaté, il arrache tout. Il arrache tout et je suis à peu près sûr. Mais après, ça, je vais même pas rentrer dans le débat sur l'arbitrage d'Arsenal. Mais je suis à peu près sûr que nous, on fait ça, c'est penalty. Moi, Et je vais y je dirais rentrer, hein. presque, je dirais presque, ça aurait été compris parce que c'est pas maîtrisé. Ouais, C'est pas maîtrisé. ok. Donc, Mais après, voilà, on va en conclure que s'il y a penalty, c'est pas un scandale. Et le fait qu'il n'y ait pas penalty, ça peut se comprendre. Voilà. La faute n'est pas assez grosse finalement pour que on crie à l'injustice ou en tout cas à l'incompréhension de la décision de l'arbitrage. On en vient aux 10 dernières minutes de la première période, messieurs, avec, encore une fois, je me suis noté quelques faits marquants. J'ai souligné, je veux souligner, pardon, un jeu à trois entre Merino, Martinelli, Timber sur le côté gauche avec alors, dans l'ordre, je crois que c'est Martinelli pour Merino qui la remet à Martinelli qui la donne à Timber et Martinelli la récupère et qui débouche sur une frappe. Alors, une frappe du droit de Martinelli à la Partey. Je pense que là, encore une fois, on va avoir la défense des pigeons qui vont se manifester et porter plainte parce que la balle part très très loin. Mais encore une fois, c'est ce genre d'occasion ou d'action en tout cas qui montre que malgré qu'on n'avait pas de meneur de jeu, etc., malgré qu'on n'était pas forcément dans un 11 titulaire type, on n'a pas manqué d'ambition et on a essayé de créer, on a essayé de faire et ça a débouché sur des occasions pas forcément franches, pardon, j'ai du mal, mais voilà. Au moins, on aura eu le mérite d'essayer. On se rapproche de la fin de la première période, 43e minute, nouveau coup de pied arrêté, nouveau coup franc côté droit, tiré par Rice. Et cette fois-ci, ça fait mouche. Ballon déposé sur la tête de Merino. Et bim bam boum, Merino ouvre son compteur. Franchement,
Et là, c'est clairement travaillé puisque c'est l'acte numéro 2 de la première mi-temps où la première fois, Merino se fait, d'après vos propos, faucher par Partey, en tout cas, se fait déranger par Partey. Mais là, il met un missile de la tête et redonne l'avantage à nos Gunners. On peut dire quoi en plus de ce but-là, à part que Ouais, c'est le premier but de Merino. on va dire ce qui est intéressant, c'est que ça conclut quand même une période de domination quand même très Ouais. intense d'Arsenal pendant, on va dire, allez, on va dire une demi-heure, ou pendant une demi-heure, Liverpool a quand même eu beaucoup de mal à ressortir de son camp. Donc, on a souvent manqué dans les dernières semaines de savoir concrétiser on va dire, nos temps forts. Et là, vraiment, on vient concrétiser nos temps forts. Donc, et en plus, on renoue un peu avec les coups de pied arrêtés aussi. Donc, ça, c'est cool et appréciable. Effectivement, le timing est juste parfait, juste avant la mi-temps, etc. C'est tout bénef pour nous à ce moment-là. Ouais, surtout il passe un peu comment dire, des enfers au paradis parce il passe de quelques erreurs techniques en première mi-temps, dont une qui était à deux doigts voilà, de nous laisser prendre un but avec la frappe de Salah là, sur sa perte de balle devant la surface. Juste après, il y a l'action où, en fait, où, comme tu disais, il était à deux doigts de marquer, et puis partait le gêne, et du coup, il n'arrive pas à la mettre. Et en plus, il est pas fou, hein. Je trouve qu'à partir de la 20e, il fait plusieurs erreurs un peu compliquées. Et là, il marque, et je trouve que ça libère, et on se rend compte aussi bah, du poids qu'il va avoir dans le jeu aérien offensif, parce qu'il est très intelligent dans ses mouvements, et parce que bah, voilà, il vient catapulter le ballon. On sent qu'il est très à l'aise offensivement sur son jeu de tête, sur sa détente, sur son timing. Et donc voilà, j'espère que ça va continuer de le mettre en confiance. Et je trouve que le but qu'il marque, euh, lorsqu'il avait signé chez nous, qu'on avait fait un podcast spécial Mercato sur son arrivée, c'était l'un des points forts que l'on avait identifié, son jeu de tête et sa présence dans la surface de réparation de façon globale, plus souvent d'une projection dans une phase de jeu construite. Mais là, c'est parfaitement le Merino que l'on avait analysé pendant le podcast, au moment de sa signature, on disait, voilà, l'un de ses points forts, c'est son jeu de tête, et notamment dans la surface, sa capacité à se démarquer. Juste avant la mi-temps, 49e, juste à noter une tête de McAllister, mais vraiment sans trop de danger, sans danger du tout, même pour Raya qui se couche. Retour au vestiaire, on mène 2-1, et là, franchement, là, je me dis déjà, ouais, waouh! Franchement, très, très, très grosse première mi-temps de nos Gunners. Alors, j'étais peut-être pas défaitiste, mais trop pessimiste, en tout cas, ou trop heureux de l'environnement global de ce match-là. Et franchement, perso, je me suis régalé dans cette première mi-temps-là. Juste avec le casse-tête d'essayer de comprendre l'animation. Même sentiment, messieurs, où il y avait déjà des choses qui vous dérangeaient un petit peu, ou des alertes que vous aviez identifiées? Non. Pas spécialement, non. Après, oui, effectivement, c'était une super première temps de notre part. C'est une première temps dont on attendait en termes de contenu quand on est chez nous. C'est ce à quoi on doit s'attendre à peu près à chaque match à domicile. Donc, c'était très plaisant. On a senti qu'on a relevé le niveau par rapport au dernier match où on s'est vraiment mis là au niveau de Liverpool, même bien plus haut. Donc, c'était effectivement très appréciable. Et vous, messieurs, qui avez une mémoire, vous êtes plus jeunes, donc une meilleure mémoire que moi, avez-vous souvenir d'une mi-temps aussi accomplie en PL depuis le début de la saison? Pour moi, c'est la meilleure mi-temps que l'on ait faite. Y a-t-il un Je, match où on a fait mieux? je suis Euh, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est une des meilleures mi-temps qu'on a vues depuis le début de saison. Et c'est bizarre parce que finalement, on se retrouve on s'est vu trop peu souvent cette saison avec 11 joueurs tout le long du match. Et ça nous permet aussi de voir, de se dire, ah oui, en fait, on a ce niveau-là. En fait, quand on est 11 en fait, la première mi-temps, on leur a roulé dessus. C'était les numéros un, ils avaient pris deux buts depuis le début de saison. Et on a la sensation vraiment qu'ils étaient perdus, qu'ils n'ont rien fait. Ils ont un but sur corner, mais
qui est vraiment chanceux, même si voilà, Liverpool, sont quand même, comment dire, sont connus pour être une équipe plutôt tranchante. Non, franchement, impressionnant, surtout avec une formation, une animation qu'on a quasiment jamais vu comme ça. Enfin, non, je pense qu'on n'a jamais vu parce que de toute façon, avoir Merino, Rice et Partey arrière droit, je crois qu'on n'a jamais vu comme ça cette formation-là. Donc, animation complètement nouvelle, formation complètement nouvelle et, et on surdomine. Tu te dis, mais wow, ouais, c'est assez incroyable. Ouais. Et paradoxalement, on se dit qu'on a toujours du mal à confirmer en deuxième mi-temps. Donc en fait, tu as ce côté un petit peu euphorique de dire, je m'attendais clairement pas à cette première mi-temps-là de la part de nos joueurs dans le contexte actuel. Mais en fait, tu te dis, tu peux pas être serein parce que tu sais qu'on est capable du meilleur et de revenir des vestiaires et de proposer le pire, comme on l'a vu encore très récemment. Messieurs, je vous propose une petite gorgée d'eau et on attaque la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, pardon, la deuxième période, je pense toujours à Corentin maintenant quand je dis mi-temps, la deuxième période reprend. Aucun changement, je crois, à noter, ni côté Gunners, ni côté Liverpool. De façon très générale, messieurs, une deuxième mi-temps où il va y avoir moins d'occasions. Je trouve que ça va être plus tactique, plus fermé. Encore une fois, c'est pas forcément dérangeant parce qu'on mène 2 buts à 1. On sait que l'on va à un moment donné souffrir, subir, parce que Liverpool va pousser et que Liverpool, c'est pas des peintres. Mais de façon générale, ce qui va le plus marquer dans cette deuxième mi-temps, c'est déjà la blessure de Gabriel, touché au genou. On a pu le voir rentrer directement au vestiaire, puis ensuite revenir sur le banc de touche avec une grosse poche de glace sur son genou gauche, si je ne me trompe pas. Et pour moi, ça va être un fait marquant, puisque Gabriel, à la 54e minute de jeu, est remplacé par notre ami Kivior. Et que du coup, on se retrouve avec une défense centrale face à l'un des leaders de la PL avec une paire White-Kivior. Je ne sais même pas si pendant les matchs de pré-saison aux États-Unis, cette défense centrale a pu être testée. Euh, Est-ce que l'inquiétude grandit? Est-ce que moi j'aime bien avoir un petit peu vos sentiments, messieurs, sur ce genre de moments, puisqu'on regarde pas les matchs ensemble. C'est quoi votre état d'esprit au moment où vous voyez Gabriel qui se remet assis, puisqu'il l'avait déjà fait une première fois, où on sait très bien qu'il va pas pouvoir continuer et qu'on voit Kivior revenir de l'échauffement et prendre les dernières consignes des coachs. Bah, personnellement, il y a du dépit parce que on enchaîne quand même les blessures depuis quelques semaines, voire quelques mois qui sont bah, sur un rythme plutôt infernal. Gabriel, effectivement, c'était un gars qui est quand même relativement solide. Là, enfin, sur un mouvement ou une chute totalement banale, effectivement, il se fait mal au genou. Comme tu l'as dit, donc on a pas Saliba, on perd Gabriel en plus sur blessure et après on perd aussi Timber sur alors soit sur blessure, soit sur Sur totalement crampe. cramé, Ouais, il a, ouais il, sur a, il a- crampe. il a crampé. Ouais. On sait pas trop l'étendue un peu des dégâts pour Timber, donc ouais, ça nous oblige à faire encore plus de, on va dire entre guillemets, de bricolage. Et sur un moment où Liverpool avait quand même repris l'ascendant du jeu. Et ce qui est un peu regrettable, c'est qu'effectivement, un peu comme le Shakhtar sur la deuxième mi-temps, on a manqué un peu de contrôle. On aurait dû bah, bien mieux gérer ce match. On se procurait plus d'occasions, on n'arrivait plus à sortir, on va dire, de notre camp, même si on a eu quelques petites situations. On s'est un peu réveillé sur, on va dire, les 10 dernières minutes, mais on va dire que sur le début de seconde mi-temps de Liverpool et sur les 20-30 premières minutes, on a eu beaucoup de mal, on a manqué de contrôle et c'est dommage parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup de mal en ce moment à terminer nos matchs proprement en termes bah voilà, en termes de fluidité, en termes de contrôle et en termes de calme aussi. Et on se prend un deuxième but de Liverpool qui est regrettable et évitable. Donc effectivement,
on enchaîne les blessures, enfin, le manque de chance, etc. Donc ouais, deuxième mi-temps très rageant. Ouais, on va y revenir sur cette égalisation, Thomas, toi, du coup, sur la sortie de Gabriel, tu, tu deviens inquiet, parce qu'encore une fois, c'est Kivior qui rentre pour Gabriel, et Kivior sortait d'une prestation qui offre quand même le deuxième but à Bournemouth. Donc très peu de certitude. C'est pas le Kivior de la saison passée qui avait dépanné à gauche. Il revient dans l'axe. Euh, T'étais ton sentiment, Thomas? Bah, j'étais forcément très déçu et puis surtout inquiet en fait plus pour Gabriel parce que Ouais. bah, l'inquiétude de voir son genou comme ça, en plus s'ils arrêtent le jeu, il regarde, il est inquiet, il se relève, il repart et sur un centre, bah, il ressaute et puis là il s'arrête complètement. Tu te dis bon, euh, voilà, c'est mort de chez mort quoi, il peut pas continuer, c'est pas un truc qui traîne. Donc non, ça c'est inquiétant. Après, finalement, j'étais peut-être un peu moins inquiet parce que qui veut rentrer finalement sur son poste où on va dire on l'attend normalement. Parce que c'est pour moi un jour qu'on a beaucoup baladé et qui a un peu Mhm. voilà, couvert un peu à droite à gauche les pansements, on va dire, de la défense. Donc je trouvais que c'était compliqué de trop le juger dessus, que ça soit en remplacement de Saliba, que ça soit un arrière gauche, etc. Lui, le gars, il est milieu défensif de base. Quand il venait de la spéciale, il était milieu défensif. Donc j'étais un peu plus serein en me disant, bon, il va arriver normalement dans son jardin finalement, un peu plus dans son jardin, Dans son élément, et ouais. ouais, dans son élément, il est bien couvert devant par, par Rice et Merino. Et je trouvais que finalement, comme il se procurait très peu d'occasions en première mi-temps, je me suis dit, bon, peut-être qu'il sera un peu épargné, qu'il n'aura pas trop d'interventions à faire. Il en fait quelques-unes qui sont plutôt bonnes de la tête. Il a sa part de responsabilité un petit peu sur le deuxième but, mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il était, j'ai pas trouvé qu'il était catastrophique, loin de là. Ouais. Après, il fait une bonne entrée. Je trouve que la Ouais. fin se complique un petit peu plus. Euh, Vraiment, j'ai pas envie de bâcler cette deuxième mi-temps, mais pour moi, l'effet marquant, il y a donc la sortie de Gabriel sur blessure. Ensuite, il y a Timber qui est saisi de crampe et qui ne peut plus continuer. Deuxième changement, finalement imposé par la condition physique de nos joueurs, avec l'entrée d'MLS à la place de Timber. Sur une défense à 4 à plat, où tu joues Liverpool, encore une fois, tu te retrouves à un moment donné quand même avec une défense de droite à gauche avec Partey, White, Kivior, MLS. Je suis pas sûr que dans les 52 schémas tactiques différents imaginés par le coach Arteta, je suis pas sûr que cette défense à 4 soit la numéro 52. Je pense qu'elle était dans les... Ça devait être la 53e qu'il est en train de préparer, mais défense quand même relativement improbable. Mais voilà, et tu te dis que devant, il y a quand même Salah qui est en jambes. Tu as toujours Nunes, voilà, qui pèse, même si j'aime pas. Et tu avais toujours Diaz qui commençait à prendre tout doucement sur des petits espaces l'ascendant sur Partey. Et pour moi, ça va être des faits de jeu parce que finalement, on va y venir assez rapidement maintenant sur le but que l'on va prendre. On le prend à la 81e minute de jeu. Et là, j'ai ma fille qui est à côté de moi et je lui dis, je deviens fou parce qu'en fait, messieurs, on prend un but sur contre. C'est Ah quand oui, oui, même, bah oui, carrément. c'est quand même. Alors, celui qui jette la pierre sur Martinelli, je pense que je vais me fâcher avec lui. Alors, en gros, on va le dire pour les auditeurs. On a une phase de jeu. On est en possession du ballon. Il y a une balle en profondeur. Martinelli, je ne sais plus s'il loupe son dribble ou s'il fait un contrôle un peu trop éloigné, etc. En tout cas, le ballon est perdu. Et en l'espace de 10 secondes, il y a une balle en profondeur. Et là, c'est pour ça peut-être que Thomas, tu m'as vu hocher la tête et faire plein de mouvements que tu m'as dit qu'il était un peu responsable Kivior. Mais pour moi, sur le but que l'on prend,
Et encore une fois, dire qu'un joueur est responsable. De toute façon, un but que l'on prend, en tout cas un but dans le football qui est marqué, dans 99% des cas, provient d'une erreur. Donc, c'est pas être un mauvais supporter que de dire que sur le but que l'on prend, pour moi, il y a deux fautifs, en tout cas deux protagonistes côté Arsenal. Il y a le placement de Kivior et le placement d'MLS. Parce que les deux ne se parlent pas. Mais encore une fois, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et que Kivior a un placement qui est complètement, pour ce le moment, incompréhensible. Et que MLS ne fait pas la couverture sur Salah. Et Salah, d'ailleurs, dans son appel, joue très bien le coup. Vous l'aurez compris, c'est Salah qui marque. Ça fait 2-2. C'est la 81e minute. Et franchement, ça saoule. De prendre un but contre Liverpool en contre à la maison quand tu mènes 2-1 dans un match que tu t'attends pas à mener 2-1 à la 81e. En tout cas, moi, j'étais très colère, comme diraient certains. Messieurs, je vous laisse vous exprimer sur l'égalisation de Liverpool et sur votre analyse de ce but, votre sentiment et sur ce que vous voulez finalement. Ouais, bah, comme tu as dit, c'est une longue balle en profondeur. On voit très clairement que Kivior hésite sur son intervention. Il veut serrer sur Salah et au dernier moment, il voit que le ballon est en profondeur. Donc, malheureusement, Salah est déjà parti. C'est dommage parce que s'il fait pas cette hésitation, je pense qu'il peut accompagner Salah dans sa course et essayer un peu de l'empêcher de rentrer à l'intérieur. Mais comme tu as dit, après, c'est l'ensemble de la ligne défensive qui joue mal le coup. Une ligne défensive qui, comme tu as dit aussi, est très expérimentale. Manque de repères, manque d'automatisme, même si MLS fait une très bonne rentrée au demeurant. Cette ligne de 4 est trop expérimentale face à des joueurs qui se connaissent que trop bien offensivement chez Liverpool. Donc ouais, c'est dommage, c'est rageant parce que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le football se joue sur des détails. Aujourd'hui, on se prend deux buts sur carrément sur des détails en fait. Donc une erreur de placement, un corner bêtement concédé, des choses comme ça quoi. Mais ça rejoint aussi un peu ce que je disais tout à l'heure où on a beaucoup de mal en ce moment à terminer nos matchs proprement sans, sans perdre un peu, enfin, en perdant notre sang-froid et tout. Et c'est quelque chose qui nous caractérisait un peu sur la saison dernière où on était une équipe beaucoup plus pragmatique et où on arrivait à finir nos matchs toujours assez quand même proprement. Et là, on manque de contrôle, on manque de lucidité, on manque de tout ça. On voit qu'on manque de leaders, enfin, beaucoup de leaders sont blessés. On manque aussi beaucoup de fraîcheur physique. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé sur la deuxième mi-temps où on prend Timber, on prend Saka, on prend un Verts qui a aussi beaucoup de mal à peser offensivement. On a des joueurs qui physiquement là commencent à tirer la langue et malheureusement, quand on voit le nombre de blessés, on a de moins en moins de solutions viables. Et on va enchaîner là sur le mois de novembre qui est totalement dantesque. Donc ouais, beaucoup de mal à avoir de la lucidité dans les deux surfaces, que ce soit offensif et défensif. Donc, ouais, comme tu dis, très rageant et surtout qu'on fait largement le boulot en première mi-temps et malheureusement, manque de contrôle pour finir le boulot proprement en deuxième mi-temps. Ouais, Alors, moi je oui, suis... Thomas, pardon. pardon. Ouais, juste sur ce deuxième but, justement, tu vois, par rapport à ce que tu évoques juste avant, t'expliques bien que toute la défense, elle est totalement expérimentale. Et que forcément, une défense expérimentale, elle a aucun automatisme de placement. Et que sur l'action précédente, c'est MLS qui vient mettre une passe. Bon, elle est un peu derrière Martinelli, donc il essaie de se la remettre, mais les deux défenseurs de Liverpool sont déjà sur lui. Bref, ça repart très très vite parce que Liverpool, ils sont en masterclass sur les transitions. Nous, on a monté la ligne défensive. Kivior essaie de tout faire pour garder cette ligne et surtout ne essayer de pas remettre en jeu les deux attaquants qui sont Salah et Nunez. Et puis finalement, en fait, quand tu vois l'image arrêtée en fait sur l'action, bah tu vois que Kivior il est en train de compenser le fait que MLS est monté. MLS n'a pas eu le temps de revenir et c'est normal. Mais finalement, tu te retrouves un peu plus avec un 2 contre 2, avec White qui est sur Nunez, Kivior qui essaie de suivre Salah. Et finalement, la passe, je crois que c'est Tsouboslai qui l'a fait. Finalement, elle arrive sur Nunez. Donc en fait, Salah est suivi, mais finalement, c'est Nunez qui la récupère. Salah fait un très bon appel pour revenir centré. Et Nunez fait une super passe. Donc bon, j'ai du mal à mettre la faute sur Kivior. Pour moi, c'est une faute défensive, on va dire générale. Mais je dirais plutôt que c'est Liverpool qui a très bien joué parce que voilà, ils ont été très bons dans la transition.
Excellent appel dans la profondeur Nunes qui passe complètement dans le dos de Kivior. Bon, voilà, nous, on a une défense expérimentale, c'est la 80e. En face, il y a des joueurs qui se connaissent par cœur, dont c'est la spécialité. À un moment donné, pour moi, oui, c'est une erreur, mais c'est une erreur qui est à la hauteur de la défense qu'on a, quoi. Bien sûr, mais Donc, c'est pour ça que je me suis permis de le voilà. préciser, hein. Je veux dire, à un moment donné, Ouais, ouais, je veux dire, voilà. sur Donc, le but que l'on prend, je peux pas incriminer Partey qui est à l'opposé ou hum, je te hum, dis, j'ai même du euh, mal à incriminer Martinelli parce que la perte de balle vient du côté gauche, parce hum. qu'en plus de ça, il perd la balle, il est rincé, il fait l'effort de revenir. Voilà, ce sont une succession finalement de micro-erreurs, si tu veux, liées aussi, je suis sûr qu'avec la défense, je sais pas moi, allez, par exemple, White, Saliba, Gabriel et Timber ou Calafiori, on prend pas ce but-là, bien entendu, mais ça reste rageant, parce que là, tu tiens un résultat qui est, avant le début de la rencontre, inespéré et qui, au classement, ne nous met pas en difficulté. Tu vois, Ah oui, oui, c'est clair que là, tu te replaces, ouais. Avec c'est les trois surtout points ce ça qui est, soir. Ah c'est oui, bah, surtout c'est ça clair. qui est super C'est clair. rageant. Tu l'as souligné, Louis, on a quand même pu voir sur les écrans que on était rincé. Et avant de parler de cette condition physique ou de manque de condition physique, en tout cas quelque chose qui démontre aussi que nos joueurs se donnent à 100% parce que je pense que les préparations ont été bien faites. Il y a quand même une stat. Alors, je ne sais pas, vous avez certainement regardé le match probablement sur Canal. Moi, j'ai regardé sur Sky Sport. Et je ne sais pas si du coup les infographies sont les mêmes en France et en Angleterre. Mais il y a une infographie, je crois, 2 minutes avant le but, qui montre que Liverpool, dans le dernier quart d'heure, c'est 0 but marqué, soit la pire attaque de PL dans le dernier quart d'heure, et c'est 0 but encaissé, ce qui en fait la meilleure défense de Première Ligue dans le dernier quart d'heure. Oui, bah, de toute façon, la grande différence entre le Liverpool de Klopp et le Liverpool de Slot, c'est que le Liverpool de Klopp était beaucoup plus dans la réaction, alors que le Liverpool de Hmm. Slot, il est beaucoup plus dans le contrôle. Donc au final, oui, ils ont jamais marqué de but dans le dernier quart d'heure parce qu'ils n'avaient pas besoin, en fait. Il Ils faisaient le n'avait, boulot avant, il n'avait jamais marqué de but dans le dernier quart d'heure. Du ils coup, n'avaient jamais c'est exactement. ça qui Donc me là, frustre encore plus. Après, les stats sont là pour être, bien entendu, où les records sont là pour être battus, et les stats sont là pour être challengés, mais ouais, c'est un peu plus rageant. Pardon. On parlait de conditions physiques, 85e, Martinelli complètement rincé, qui sort et qui laisse sa place à Nwaneri. Du coup, visiblement, Louis, je te challenge un petit peu là-dessus, mais rentrer à la 85e face à Liverpool, c'est le bon contexte pour lancer Nwaneri, pardon, c'est pas Nwaneri, Nwaneri. Et Saka qui laisse sa place à Gabriel Jesus. Il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent, pardon. Je pense que le but refusé, sachant que l'arbitre a sifflé bien avant pour le coup de coude d'Avers sur Konaté, est-ce que pour vous, il y a quelque chose à en dire? Pour moi, non. attends, tu parles de quelle La La dernière tête de action, Kivior. la dernière sur la tête de qui? Alors il y a c'est pas Kivior qui Konaté, je remet le crois. ballon et il y a Avers qui est Qui emmène le ballon de l'épaule, là. Ouais, mais pour moi, l'arbitre ne siffle pas ça. Pour moi, l'arbitre siffle la première tête de Kivior sur un Szoboszlai qui joue pas du tout le ballon. Et je Ah crois que c'est ouais? celle-là. Oui, je crois que c'est Moi, celle-là qui siffle. pour moi, il siffle le coup de coude sur d'Avers sur Konaté. Il y a un léger mouvement du coup de coude et au ralenti, on voit que c'est au moment du coup de coude que l'arbitre, qui est à 10 mètres de l'action, montre du doigt la faute et siffle. Et après, Avers fait son lob sur le gardien, met la balle sur le poteau. Jesus arrive pour la mettre au fond, mais de toute façon, l'arbitre avait déjà sifflé. Est-ce que pour vous, ça mérite qu'on y passe quelques minutes ou est-ce que pour vous, c'est justifié ou justifiable? C'est vrai que Cacho, c'est un peu comme la faute sur Martinelli, tu vois. Il y a des arguments qui peuvent s'entendre pour siffler la faute, il y a d'autres arguments. Alors moi, je pensais au début qu'il sifflait vraiment la première faute, hein, de Kivior sur un Szoboszlai, je crois qu'il joue pas du tout de ballon. Donc pour moi, effectivement, la faute de Kivior, elle est inexistante sur Szoboszlai parce que Szoboszlai ne joue pas du tout de ballon et Kivior est largement au-dessus. Après, oui, sur Havertz et Konaté, en plus, il met le bras, il écarte un peu. Bon, voilà. Il y a le coup dans le visage. Après, voilà. Ouais, Après, c'est comme ouais, ça que je l'interprète. Je sais pas. Voilà. Après, en tout cas, c'est mon c'est- interprétation de la décision d'arbitrage. Oui, pour moi, enfin, le duel Havertz-Konaté est beaucoup plus sanctionnable que le duel Kivior-Szoboszlai. Hmm. Thomas?
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de revoir là. La faute, en effet, il siffle bien le coude et Konaté, c'est ce qu'il montre juste après. Ok. C'est le coude qu'il met et en effet, il n'y a pas faute de Kivior. Ouais. Moi aussi, pour moi, Et, je pensais qu'il sifflait la ok. faute de Kivior. Et si tu as revu J'étais les fou. images, je pense qu'on Et peut pas crier au scandale le coup de coude qui est sifflé, quoi. Sachant ouais, qu'en plus, ouais, la faute, elle est quand même sifflée très tôt, Oui. ce qui aussi doit influencer la sortie du gardien, le retour de Konaté, etc. Bref, messieurs, là-dessus, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. C'est 2-2. Maintenant, on va revenir à cet instant fashion avant de faire un bilan de cette journée de PL. Alors, je pense qu'il y a quand même un petit point qui, je pense, qui mérite une petite attention, c'est Je l'ai peut-être pas qu'effectivement, noté. effectivement, Timber se blesse. Alors, c'est MLS qui rentre et pas Zinchenko. Et ça, je trouve que c'est un sacré message fort parce que déjà en Ligue des Champions, c'est MLS qui est rentré à la place de Zinchenko. Et encore ce soir, c'est MLS qui rentre et pas Zinchenko. Alors, je pense qu'il y a quand même un déclassement total de Zinchenko et je pense que je l'ai. Arteta appréciait beaucoup Zinchenko, etc. Et je pensais pas qu'il allait à ce point déclasser Zinchenko pour MLS. Et ça m'a un peu surpris, honnêtement, ce changement, surtout dans le contexte, l'expérience, etc., où Hmm. le profil de Zinchenko nous aurait quand même donné peut-être un peu plus de fluidité pardon, et de contrôle sur le ballon. Mais pourtant, il fait entrer MLS, qui fait au demeurant une très bonne rentrée. Et c'est vrai que Zinchenko, bah, au final, dans la hiérarchie, d'après ce que je comprends, il passe derrière MLS. Et ça, je trouve que c'est quand même un message plutôt fort de la part d'Arteta. Tu as raison de le souligner, mais c'est vrai que c'est un fait que moi je n'ai pas souligné parce que je ne sais pas si tu l'as écouté ou pas, mais j'en parle dans mon dernier podcast où je parle même de la capacité d'Arteta à briser à un moment donné les joueurs dans ses prises de décision lorsqu'il doit faire des changements et où il préfère faire rentrer un milieu de terrain. L'exemple que je prenais, c'est quand il a fait rentrer Partey à droite en deuxième mi-temps face au. Shakhtar. Non, c'était pas face à Bournemouth. Non, c'était face au Face Shakhtar, au je crois que c'était Shakhtar, en... pardon. Ouais. Attends. parce que Non, non, White, il prend un jaune. White, il ouais, prend un jaune et et du coup, il est. C'est Bournemouth ou c'est Shakhtar? Non, c'est le Non, Shakhtar, c'est ouais. Shakhtar. Ok, bah, et c'est donc sur ce débrief-là où je dis que Arteta préfère redescendre Partey en arrière droit et donc casser un peu le milieu parce que Partey faisait une très très bonne première a fait une très très bonne première mi-temps en 6 face au Shakhtar plutôt que de faire rentrer un latéral de métier et dans ce podcast-là, je parlais de la capacité, encore une fois, à briser moralement Arteta, parce que si tu ne comptes plus sur lui, il faut le vendre. En tout cas, il faut le laisser partir, parce que là, dans la hiérarchie, il est numéro combien Bah, Zinchenko, il est 4, il est 5, il est quoi? Il est. bah, il est Mais tu, derrière, il est derrière Calafiori, il est derrière Calafiori, il est derrière derrière Calafiori, Timber, derrière il est Timber, derrière derrière MLS, MLS, derrière donc le Kivior quatrième. aussi, peut-être, Ouais, sur le peut-être. côté gauche. Donc 4 ou 5. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Mais bien vu l'intervention, Louis. C'est vrai que du coup, moi, c'est pas un truc qui m'a percuté parce qu'on en a parlé milieu de semaine d'ailleurs. Avec toi Autant aussi, tu je vois, crois. autant tu vois contre le Shakhtar, je pouvais le comprendre parce que Zinchenko revenait de blessure. Hmm. Mais là, Zinchenko ne revient plus de blessure, quoi. Donc, alors, est-ce qu'il n'est pas encore à 100% physiquement, Ouais, bon, etc. C'est une après, on lui question. demandait de tenir 20 minutes. Hein. Oui, c'est sûr. Mais non, mais ce choix est quand même. Enfin, je sais pas, je l'ai trouvé Ah, il est symbolique. un choix très très fort, ouais. Il est symbolique comme les autres l'ont été dans les rencontres précédentes. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la remarque de Louis? Mm. Ouais, je pense que c'est une remarque intéressante, même que le fait que Nwaneri rentre à la place de Sterling, parce qu'il a bien Mhm. remplacé Saka. Je trouvais que c'était deux choix forts et qui rappellent aussi qu'Arteta s'en fiche un peu des statuts. Je pense que Zinchenko s'est peut-être trop arrêté sur son statut pendant un certain temps et que là il est en train de basculer un petit peu aussi l'équipe sur le côté bah vous êtes bon, vous jouez. Après il y a évidemment le côté contexte de jeu. Il rentre dans un match spécifique à un moment spécifique du match contre un adversaire spécifique et il sait que la mobilité aussi de MLS face à Salah ou même par rapport à Nunez qui a des très bons déplacements, Zinchenko il aurait pris certainement le bouillon. Donc bon, je suis pas sûr que ça aurait été très pertinent de le faire rentrer. C'est vraiment pas sa qualité première de subir. Tu sais très bien qu'à 2-1, tu vas continuer à subir pendant 15 minutes. Je pense qu'il a senti qu'MLS était plus prêt à défendre. Mais en effet, Zinchenko redescend. Je pense qu'il sera titulaire contre Preston là en Ouais, je coupe. pense.
je Mais pense. Bah, de toute quoique, façon, hein, quoique, hein. s'il est pas titulaire, je ne vois plus qui parce qu'actuellement, on manque de. Après, il peut faire jouer Even ou quelque chose comme ça, enfin, les petits jeunes du centre de formation. Mais s'il joue pas Mm. contre Preston, c'est qu'il Oui, y a quand même. et c'est possible, hein. C'est Oui. possible que voilà, hein, il appartient à un ancien modèle de jeu d'Arteta et il n'a pas réussi à évoluer aussi avec tout ça. Ouais, bah c'est ça, pas le premier, hein, comme Ramsdale la saison dernière, etc. Je Exactement. pense que. Mais Exactement. je trouve que globalement, Arteta fait des quand même bons changements ce soir parce que il fait rentrer alors Nwaneri, MLS, même Jesus fait aussi quand même une bonne rentrée dans l'intensité. Et la fin de match est quand même plutôt globalement pour nous. On a quand même Ouais, quelques occasions en quelques minutes en fin de match, alors que pendant une demi-heure, on n'avait quasiment rien eu. Donc c'est les ça. changements ont été plutôt bons et la fin de match a été globalement pour nous. Donc un peu de sang frais, ça fait du bien. Ouais, mais c'est pas un coaching gagnant, puisque à un moment donné, Ah non, c'est on- sûr que c'est pas gagnant. bah, C'est un coaching subi, hein. C'est un coaching subi. C'est ouais, déjà, ouais, bien sûr, ouais. En tout blessure cas, de c'est pas un Timber, coaching blessure de pertinent dans le Gabriel. sens où on n'arrive pas à tenir le résultat. Mais après, voilà, je vais pas dire que c'est de Ouais, sa faute non plus, quoi. ouais. Messieurs, il est l'heure pour moi de vous laisser un petit peu la parole et de parler de vos moments passion avec, parlons d'animation offensive, Thomas, si tu veux bien. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Alors, si je suis frustré du résultat du match nul, je suis frustré de n'avoir rien compris à cette animation. Vraiment, hein. Pourtant, généralement, j'arrive quand même à identifier certaines phases de jeu, mais là, c'est vrai que on a un auditeur, en tout cas un abonné de petite anecdote d'Insta qui nous écrit à la mi-temps en disant je trouve que c'est la première période elle est excellente et bizarrement nous qui crions à l'absence de Degarde qui nous est vraiment préjudiciable, je trouve que Trossard le remplace parfaitement dans l'animation offensive, etc. Et je vous dis tout, j'écris à Richard, je dis écoute Richard, si tu veux bien lui répondre parce que c'est une discussion que c'est souvent Richard qui répond à cet abonné-là, et puis je préfère garder une sorte de continuité dans l'analyse, etc. Et je dis à Richard, est-ce que tu peux lui répondre au cas où si tu n'as pas vu le message? Je dis, en plus, moi, si je devais lui répondre, je ne saurais même pas quoi lui répondre parce que je n'ai pas vu la même mi-temps que lui. Parce que pour moi, Trossard, c'était le milieu offensif le plus en pointe entre lui et Havertz. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui l'identifie comme le remplaçant d'Odegaard en tant que meneur de jeu, alors que moi j'ai trouvé beaucoup plus offensif que Havertz. Et c'est pour ça que je pense on n'a pas tous vu, et là c'est pas une critique, mais on n'a pas tous vu la même animation, et je sais même pas si quelqu'un est capable d'avoir une vraie analyse juste pour tout le monde. Donc Thomas, je te laisse la parole, bonne chance. Ouais, ouais, non, alors, non, Trossard n'a pas pris le rôle d'Odegaard réellement. C'est plutôt Havertz qui reprend son rôle au quotidien parce qu'il vient en fait tout simplement servir de relais euh, à, hum, à Saka et construire ce triangle à 3 qui fonctionne souvent très bien. Donc là, c'était plutôt avec Partey. On l'a beaucoup vu en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus décousu. Donc ce que je dis là, c'est vraiment plutôt pour la première et début de première éventuellement. Par contre, ce qu'on a vu, ce qui était intéressant, c'est que Trossard a beaucoup suivi les différents mouvements du milieu de Liverpool. Et en fait, comme je vous disais, moi, ce que j'ai vu avec le ballon, c'est vraiment le 4-2-2-2, c'est-à-dire voilà, les quatre défenseurs, Merino et Rice, vraiment en double pivot euh, devant la défense. Avec le pressing, ils attendaient de faire venir le pressing. Et à côté, on avait un Trossard qui venait redescendre de temps en temps en 10, où il venait demander le ballon dos au but. Et en fait, les milieux de Liverpool étaient tellement aspirés par ce pressing-là qu'il arrivait à se glisser vraiment entre les joueurs, derrière en fait les milieux, et se retrouvait souvent en situation où il se retournait et il n'y avait personne sur lui. Donc le gars, il recevait le ballon dos au but, par Partey ou par Rice ou par White, et il se retrouvait souvent dos au but. Donc là, il arrivait en effet sur une position de 10, et il a joué souvent très bien à ce coup-là. Donc là, après, il orientait le jeu, mais il a jamais vraiment joué 10 en permanence. Il a aussi pas mal décalé sur le côté gauche, parce que finalement, dans ce 4-2-2-2, pour moi, Trossard et Havertz étaient des milieux offensifs excentrés, c'est-à-dire que Trossard était milieu offensif excentré à gauche,
pour être en appui de Martinelli et en appui de Timber. Et Havertz était milieu offensif droit pour être proche de Saka et proche de Partey. Ce ce qui se passait, c'est qu'au final, dans le carré, on va dire, central offensif, vous voyez en gros un devant Konaté et devant Van Dijk, Liverpool n'avait personne à prendre finalement. Il n'y avait pas de marquage possible ou difficile. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, Trossard venait y rentrer de temps en temps, Havertz venait y rentrer de temps en temps. Mais ça a créé un petit peu ce flou où c'était un peu curieux offensivement et en même temps très intéressant. Ça a beaucoup perturbé Liverpool. Moi, je me souviens avoir tweeté à la mi-temps. Tactiquement, on les a vraiment bouffés. Je pense qu'ils se sont réorganisés en deuxième mi-temps et on n'a pas pu faire la même chose. En tout cas, c'était beaucoup plus décousu parce qu'ils ont compris comment on avait joué à ce niveau-là. Louis? Oui, non, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Juste le point où est-ce que Trossard ou Havertz sont là pour faire du haut de garde. Moi, je pense que personne actuellement ne Non. fait ou n'est en capacité de faire du haut de garde, ce qui justifie aussi un peu le changement de système, entre guillemets, on va dire, d'Arteta, qui Ouais. soit contre Bournemouth, c'était dans un milieu à 3. Là, effectivement, on est revenu plutôt sur un double pivot avec deux milieux offensifs. Donc l'animation est différente. Mais oui, j'ai trouvé effectivement que Trossard avait été très bon en première mi-temps, mais pour moi, c'est pas c'est pas la finalité. Pour moi, enfin, le bon match de Trossard est aussi dû, enfin, surtout la première mi-temps, est aussi dû au fait qu'on a eu beaucoup plus de contrôle dans le milieu de terrain en première mi-temps que Liverpool. Et ça, c'est un peu ce qui nous manquait sur la dernière semaine, c'était le contrôle du milieu de terrain. Et là, je trouve que le double pivot Merino-Rice a très très bien fonctionné. Alors Merino a mis un peu de temps pour entrer dans son match, mais Rice, quand il joue un cran plus bas comme ça, forcément, c'est sa position naturelle, donc il est monstrueux. Et Trossard bougeait entre lignes, etc., entre Jones, entre Gravenberch, etc. Il a fait beaucoup de mal. Et ça a fluidifié nos attaques, et notamment sur les 30 premières minutes où effectivement Liverpool a eu beaucoup de mal à contrer cette animation. Et effectivement, après en seconde mi-temps, ils se sont un peu réorganisés. On a subi beaucoup plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarre en fait d'évoluer sans vraiment un neuf, sachant qu'on sait que Havertz, c'est quand même notre leader d'attaque et que bah, du coup, on l'utilise. Dès que Ødegaard n'est pas là, on ne l'utilise plus comme un neuf. Et pour la petite info, Thomas nous a envoyé une sorte d'infographie de l'occupation de terrain par Havertz. Et c'est vrai que l'on voit qu'il est très très présent sur le côté droit en dédoublement, et ce qui d'ailleurs justifie tes propos très, très justes, Thomas. Mais je pense que c'est aussi l'une des raisons lesquelles on attend euh, le retour d'Odegaard, notamment pour retrouver une qualité technique et une animation offensive beaucoup plus clairvoyante, mais pour que Havertz puisse aussi reprendre son poste d'attaquant. Vraiment, parce que là, du coup, en fait, Havertz, pour moi, c'est vraiment le couteau suisse à Arteta, et on le voit partout. Et Ouais. bizarrement, sur ces derniers matchs-là, il est moins en avant. Il n'est pas mauvais, mais on le voit moins, il a moins de situations, etc. Mais parce que ça court, ça court, ça court, ça court, ça court, mais ça court partout, mais tu l'as, il est pas en pointe. Et du coup, Martin, il faut se dépêcher. Et il faut vite revenir parce que moi, Ouais, je trouve ouais. qu'on a vraiment besoin d'avoir un Verts qui soit focus sur son rôle qui doit être le sien chez nous, à savoir attaquant. Voilà. Surtout ce soir où il a quand même pas mal souffert à Verts. Ce soir, il a eu beaucoup de mal à tenir les ballons quand justement deuxième mi-temps on souffrait qu'il fallait tenir les ballons un peu offensifs. Il a eu beaucoup de mal ce soir. Bon, après, Ouais, ça ouais. arrive. Il est aussi de tomber contre une charnière Ah, quand Konaté-Van tu topes Dijk. Konaté Van Dyke sur le Ouais. dos et que derrière, tu as encore Robertson à gauche bah oui, à gauche, puisqu'il était sur le côté droit. Donc, ouais, ce soir, il a souffert, malheureusement.
Et du coup, en conclusion, messieurs, on pourrait dire quoi sur cette animation ou non-animation offensive? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé culotté? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez revoir plus souvent? Est-ce que c'est une animation, j'allais dire, Joker sorti par Arteta en disant on va complètement les déstabiliser, mais qui n'aura fonctionné qu'un certain temps? Une fois qu'on a essayé de l'analyser, vous en avez pensé quoi? Moi, je pense que ça va se rapprocher de ce que Arteta va vouloir en schéma final avec Odegaard, où il va essayer je pense, un milieu Merino, Rice, Odegaard, un milieu à trois, effectivement, qui va pas mal bouger. Donc là, le fait de relancer ce soir Merino dans une espèce de double pivot avec Rice, je pense que c'est le système hybride qui se rapproche le plus de son schéma final. Alors après, il faut pas mettre de côté Partey, qui est quand même dans une J'allais excellente dire, dynamique. donc au retour de garde, tu mets Partey sur le banc. Bah, je le mets pas forcément sur le banc, je le mets en concurrence, on va dire, avec Rice, qui des deux démarrera. Je pense que actuellement Partey mérite de démarrer. Rice a fait un très bon match ce soir, Tu mets Rice mais sur le banc, du coup. bah après, dans tous les grands clubs, il y a de la concurrence à chaque Bien poste. sûr, oui, Donc, oui, oui. au bout d'un moment, si Partey est meilleur que Rice sur une semaine ou sur une période, oui, je mets Rice sur le banc s'il Ok. faut. Thomas? Ouais, bah non, je trouve ça très culotté. Et puis le fait qu'on ait des joueurs qui sont capables de s'adapter à tout un tas de tactiques est très fluide. Je trouve ça vraiment top. Je pense pas que Rice soit remplaçable. Pour contredire Bah, peut-être ne Louis, serait-ce que je pour les dirais coups de pied que arrêtés, déjà, hein. Oui, non, je mais dirais que c'est Rice vrai que peut ouais, pas être remplacé. Je pense que c'est un des rares joueurs qui est compliqué à remplacer. Vraiment, vraiment excellent partout ce soir. Et je l'ai trouvé vraiment très bon. Un de ses matchs références pour moi depuis le début de saison, dans un rôle pas évident. Donc non, je j'irai pas ça. Après, je sais que tu voulais parler de Partey, Louis, oui. euh, pour ton instant passion. Donc je te laisse en parler. Oui, bah non, rapidement, effectivement, on l'a dit un peu tout le long du podcast. C'est vrai que le coup de poker par arrière droit, c'était culotté, mais au final, ça a super bien fonctionné. Je trouve que Luis Diaz a passé un sale match Ouais. parce que Partey a été excellent aussi bien physiquement que tactiquement dans ses déplacements. On a senti beaucoup d'intelligence. On sent un Partey dans sa tête et dans ses jambes qui est beaucoup mieux ces dernières semaines. Donc après, à voir s'il va continuer. Alors, je pense que, alors peut-être pas contre Preston, mais contre peut-être Chelsea ou Newcastle, on risque de revoir par arrière droit parce que ça a bien fonctionné. Surtout avec le point d'interrogation Timber et Calafiori au niveau de l'état physique. Donc non, très très content. Alors c'est vrai qu'un peu comme tout le monde, j'avais très très peur du duel Luis Diaz Partey parce qu'on sait que Luis Diaz, une fois qu'il est lancé, bah, ça fait très très mal, mais au final, on a très peu vu Luis Diaz dans la profondeur et prendre 2-3 mètres d'avance parce que Partey était quand même tout le temps collé à Luis Diaz. Et dans le défi physique, Partey a parfaitement répondu présent dans ses déplacements, sa façon aussi de ressortir les ballons. Donc, non, franchement, agréablement surpris. Et au final, je pensais pas dire ça encore il y a 2-3 mois, mais bah, un Partey qui est en fin de contrat dans 6 mois, donc la question se pose. D'ailleurs, Voilà. c'est vrai qu'on s'est posé la question en off, dans nos groupes de discussion, quand on commençait à entendre parler d'une reconduction de contrat de Partey pour 2 ans. Il y a de ça un mois et demi, on était très nombreux à ne pas être d'accord. Alors après, est-ce que ces très bonnes performances de ces dernières semaines doivent faire changer nos avis comme ça aussi rapidement, sachant que ça reste un joueur qui est très fragile et que je pense que le fait d'évoluer à droite, ça, Axel l'avait relevé lors du dernier podcast, c'est quelque chose qui, musculairement, ne demande pas les mêmes efforts pour partir que lorsque tu évolues au milieu de terrain. Je pense que statistiquement, Partey n'a jamais enchaîné une période aussi longue, ou rarement, Ouais. chez nous sans blessure. Euh, sur le cas Partey, pardon, Thomas, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, bah pour Partey, ouais, pareil, très agréablement surpris. Je trouvais qu'il avait en effet cette montée en puissance depuis quelque temps, et dans la confiance, et physiquement, dans un poste où on sait il a déjà joué, et c'est pas son habitude principale face à un très gros adversaire. Non, moi je l'ai trouvé excellent, je l'ai trouvé surtout.
En deuxième mi-temps, je l'ai trouvé très bon, alors que le collectif plutôt était en train de plonger un peu. Il a eu des décisions avec beaucoup de personnalité dans la relance. Franchement, non, méconnaissable, méconnaissable, enfin méconnaissable. On le reconnaît, mais c'était il y a quelques années qu'il avait eu ce niveau-là. Non, moi je trouve que c'est un sacré coup de poker quand même de l'avoir gardé, parce que moi je faisais partie de ceux qui voulaient le vendre. Donc c'est un sacré coup de poker de la part d'Arteta et du staff de l'avoir dit bon bah on le conserve et on lui laisse sa chance parce que peu de gens à mon avis étaient d'accord avec ça à l'extérieur. Ouais. Mais je trouve que dans l'analyse de Louis, il y a un mot qui est très très juste, c'est qu'aujourd'hui, il a joué avec intelligence. C'est-à-dire que tu sais que c'est pas le plus rapide, mais il a eu un placement et le fait de coller Diaz aussi longtemps qu'il l'a pu, puisque moi je trouve quand même que Diaz, on va dire à la 70e à peu près, a commencé à prendre l'ascendant sur Partey, mais sans forcément être plus dangereux. Mais en tout cas, on a commencé à voir Diaz, alors que Partey l'avait étouffé jusque-là. C'est là où tu vois que quand tu es bien placé au départ du ballon, c'est quand même beaucoup plus simple d'être dans l'action plutôt que dans la réaction, notamment défensivement. Offensivement, c'est très très vrai, mais défensivement, quand tu as le placement et que tu es très proche de ton attaquant dès le départ, mais que tu décides pas d'aller le coller alors que la balle arrive déjà sur lui, tu lui laisses pas le temps de contrôler, tu lui laisses pas le temps de prendre de la vitesse, et donc forcément, c'est quand même beaucoup plus dur. Et Partey, il a eu un placement mais ultra intelligent, ultra efficace, sans forcément derrière vendanger les ballons récupérés. Je sais pas si vous avez vu passer l'info sur les réseaux, en tout cas moi j'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit pas être très très loin d'être le player of the match de cette rencontre côté Gunners. Je sais pas si quelqu'un a pu voir quelque chose à ce sujet-là ou pas, mais voilà. Mais en tout cas, tu as raison, Louis, de souligner, en tout cas, de vouloir faire un focus sur Thomas Partey parce que il a fait une grande rencontre. Moi, messieurs, je vais juste vous. Et encore une fois, je veux vraiment pas apparaître pour un pleurnicheur ou un truc comme ça, parce que je pense que si on écoute l'intégralité des podcasts que l'on fait sur Arsenal French Club, vous m'entendrez jamais vraiment crier au complot ou un truc comme ça, mais plus les matchs passent, plus commence à me déranger. Et je voudrais juste savoir votre avis si à un moment donné vous estimez que c'est légitime ou pas, ou si de toute façon c'est avéré, il faudra qu'on fasse ça. Je vais vous donner un exemple tout bête. En début de podcast, je vous ai factualisé le fait que Diaz touchait le ballon, que sans prendre, sans prendre de jaune. Je trouve que le fait que Nunes ne prenne qu'un jaune à la 89e ou 10e, je trouve que c'est assez scandaleux dans la rencontre. Mais moi, j'aimerais bien vous entendre sur un fait. J'ai pas vu beaucoup de personnes en parler sur les réseaux. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout début de rencontre, il y a un duel Havertz-Van Dijk. Et dans ce duel, l'arbitre siffle faute contre Van Dijk et nous donne un coup franc. Alors que la faute, en fait, elle a lieu loin du ballon, le ballon était déjà parti. Est-ce que vous voyez cette faute-là ou pas? Ouais, ah oui, Ouais. tout à fait. Moi, et je vous l'ai dit sur Discord, Louis, pour moi, si l'arbitre sanctionne cette faute-là, ça doit être un jaune, minimum, puisque c'est un coup de pied volontaire sur l'adversaire. Ouais, donc je suis plutôt en phase. Ou alors tu fermes les Hum, yeux, tu dis rien. Non, pour moi, les deux, ils sont. Pour moi, les deux se cherchent sur l'action. Au début, j'étais d'accord avec toi. Et en revoyant l'action, enfin, le ralenti pendant le match, en fait, tu vois Verts qui l'attrape au maillot, qui le tire plusieurs fois. Et en fait, Van Dijk le tire aussi. Et en fait, Taylor, c'est ce qu'il dit, c'est en gros, les deux se cherchent, les deux sont en duel et il avertit les deux. Il fait quand même faute sur Van Dijk parce que le geste est un peu limite. Je suis Plus même que pas sûr que limite, ça aurait ouais. pu être un jaune, mais tu vois, là, je comprends un peu la décision sur le fait que les deux cherchent le truc et que t'as pas de geste dangereux ou c'est un geste d'humeur, mais t'as pas de geste Ouais, compliqué. mais regarde les Et, gestes d'humeur, quand à un moment donné, un joueur, il est pas content, il va faire un geste d'humeur, il va juste aller, ce dont j'ai horreur, hein, vraiment, hein, mais coller son front face à l'adversaire, etc. Ça reste un geste d'humeur. Combien il y a eu de cartons rouges directs sur un geste d'humeur? Et là, Ouais, je mais demande même, il y a là, je geste demande même, d'humeur et geste d'humeur, tu vois. ouais,
Mais Ok. en fait, le truc, c'est que ça rejoint un point que tu as dit en début de podcast, Raoul, qui, à mon avis, qui est très juste. C'est que tout ça, ça crée un sentiment de psychose et un sentiment de paranoïa vis-à-vis de l'arbitrage. Et en fait, c'est ça le point, c'est que il y a un manque de cohérence assez flagrant d'arbitrage semaine après semaine, match après match, entre différents matchs de PL. Et en fait, par exemple, tu vois, tout à l'heure sur le match Crystal Palace-Tottenham, Van de Ven fait une faute de dernier défenseur sur Mateta et Van de Ven ne prend pas rouge, tu vois, il prend que carton jaune. Et en fait, le truc, c'est que moi-même, personnellement, je veux pas être complotiste, mais il y a tellement d'incohérences dans l'arbitrage que maintenant, je ne vois plus que ça. Et à chaque contact, je me dis, ah bah ouais, mais la semaine dernière, ça y aurait mis jaune pour nous. Ou un Mhm. truc, ouais, mais ça y aurait pas sifflé pour nous la semaine dernière. Et en fait, il y a un tel manque de cohérence que moi-même, je suis en train de tomber dans un état de psychose par rapport à l'arbitrage. Et même sur la deuxième mi-temps, en fait, tu, vois, tu finis par soit par rater des trucs qui sont dans le jeu, etc., parce qu'on est omnubilé par l'arbitrage et parce que l'arbitre siffle. Et c'est très juste ce que tu as dit en début de podcast, c'est que tout ça crée un sentiment de psychose, alors qu'au final, tu vois, sur le truc de Van Dijk, tu vois, s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé ces dernières semaines et tout, bah tu vois, peut-être qu'on serait passé, on aurait dit oui, bon, allez, les deux se cherchent, c'est un début de match, ça passe quoi. Mais il y a un tel sentiment de paranoïa et de psychose par rapport à l'arbitrage que le moindre contact maintenant, bah, ça soulève plein de questions, plein d'interrogations. On dit, ah oui, mais lui, il a pas sifflé ça la semaine dernière. Nous, il a sifflé ça cette semaine. Et en fait, j'ai l'impression que même nous, on est un peu en train de tomber dans ce piège de la paranoïa sans le faire exprès, parce qu'au final, il y a quand même pas mal d'incohérences. Mais au final, alors, il n'y avait pas ça sur les saisons d'avant, mais je trouve qu'au niveau de l'arbitrage, il y a un vrai sentiment de psychose qui s'installe au sein, je pense, et des joueurs, et du staff, et même au sein de la fanbase, en fait. Ouais. Ouais. Ah, Alors, vas-y. pardon, excuse-moi, Thomas, mais juste pour préciser, euh, la psychose, s'il doit y en avoir une, moi, en fait, elle va plus être dans la comparaison des décisions sur des faits identiques. Par exemple, le rouge que prennent Rice et Trossard pour dégager un ballon. Encore une fois, où tu annihiles aucune action, Rice, il prend un rouge, on est sur la ligne de sortie de but de l'adversaire. Tu vois, on n'est pas en train de dire, ouais, je touche le ballon pour pas relancer vite, etc. Trossard, c'est un geste d'humeur où il a moins d'une seconde entre le moment où l'arbitre siffle et il dégage le ballon, etc. Et dans les mêmes week-ends, tu vois les comparaisons sur les 9 autres matchs de PL où tu as un nombre incalculable de joueurs qui te dégagent le ballon qui ne prennent pas de jaune. Le week-end d'après, rebelote, tu touches le ballon, bim, tu prends un jaune. Dans les autres matchs, personne n'en prend. Le week-end suivant ou dans le match suivant, tu touches pas le ballon, mais tes adversaires ils touchent le ballon une fois, deux fois, trois fois, personne n'en prend. C'est là, ok, le phénomène psychose ou en tout cas, pardon, dérangeant, il est là. L'analyse que moi je fais sur la faute sifflée contre Van Dyke, je te la fais tous les jours avec au centre psychose. À partir du, je réexplique vraiment que les gens comprennent mon propos. À partir du moment où l'arbitre siffle contre Van Dyke, non pas le chahutage entre Havertz et Van Dijk parce que le tirage de maillot est des deux côtés, mais on voit au ralenti que Van Dijk, il a un mouvement d'humeur, je reprends tes propos Thomas, un mouvement d'humeur où son pied part en arrière, où Havertz en rajoute, mais touche Havertz. À partir du moment où l'arbitre siffle, ça veut dire qu'il a vu quelque chose. Et je ne te demande pas le rouge, mais à minima, tu dois au moins avertir le joueur. C'est juste ce que je dis. Et là, par contre, cette analyse-là, moi, je te la fais sur si maintenant il avait sifflé contre Gabriel la même chose, je t'aurais dit que dans la logique, tu dois mettre un carton jaune. Voilà. Tu vois, je scinde vraiment les deux. Voilà. Mais ce sentiment-là, pareil, le rouge que Saliba prend samedi dernier, le match suivant, c'était Chelsea contre Man City, je crois. Il y a le même accrochage, il n'y a pas rouge, il n'y a que jaune. Alors moi, j'ai regardé les ralentis. Je trouve que la balle en profondeur dans ce match-là de Chelsea, c'était contre City, je crois, confirmez si, dites-moi si je me trompe, elle est plus excentrée, elle va plus vers l'extérieur que la balle en profondeur contre nous. Et ce week-end, il y a le même fait de jeu, il y a de nouveau un contre un, balle en profondeur, il y a de nouveau un accrochage et il n'y a pas rouge. Et en fait, moi, c'est ce qui me dérange. Et je n'aime pas
crier à l'injustice parce que j'ai toujours dit que quand tu veux être champion, à un moment donné, et que les arbitres ne sont pas bons, à toi de faire le travail pour que l'arbitre ne te pénalise pas, tu vois. Mais il y a ce sentiment-là, et comme le disait Louis, ben, plus les week-ends passent, et ben, plus ça me titille de me dire, il y a peut-être vraiment quelque chose. Est-ce que, à un moment donné, Arsenal dérange? Alors, je n'irai pas jusqu'à là où on voit l'image de Ward Webb qui est en tribune en train de dire, genre, je dis à l'oreillette, j'ai vu les images, il faut qu'il y ait un rouge, je parle à la VAR. Non, non, j'en suis pas là, vraiment pas, hein. Et je suis pas du tout complotiste de quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il y a vraiment un, un sentiment comme ça qui est en train de naître et qui n'est pas bon pour le football en général, hein. Que tu sois supporter à l'Arsenal ou pas, mais tu peux pas laisser planer un doute comme ça sur un tel manque d'égalité, de sensibilité arbitrale entre Arsenal et les autres équipes. Est-ce que Thomas, c'est quelque chose que tu arrives à comprendre ou est-ce que pour toi vraiment, s'il n'y a pas débat et peut-être que le fait qu'on ne progresse pas dans le classement, on se plante. Non, non, je suis d'accord avec toi sur le global, enfin sur vous deux, sur la manière dont est arbitré Arsenal. C'est-à-dire que en fait, là où je trouve que c'est un peu pernicieux, c'est que justement les fautes qui sont commises, enfin qui sont sifflées contre nous en soi, je les trouve pas scandaleuses, elles sont sévères, mais c'est pas scandaleux pour moi. Par contre, ces mêmes fautes ne sont pas sifflées ailleurs. On les retrouve et je crois que Arsenal a envoyé un dossier avec je sais plus combien de situations là sur le rouge de Saliba. Je crois qu'ils ont envoyé une vidéo avec 12 situations Mhm. similaires pour montrer que 12 fois il y avait pas eu de rouge. Donc pour Saliba. On l'a encore vu là avec faute sur Mateta là ce week-end également. Sur une faute de 22 veines, si j'ai pas de bêtises, ou pareil, il est beaucoup plus avancé, il est beaucoup plus en situation de marquer. Bref, c'est le truc où en effet c'est pénible. Après, je rejoins ce que disait Louis sur le fait que c'est très frustrant et en même temps, on peut pas utiliser ces lunettes-là pour analyser les matchs. Donc voilà, c'est frustrant. On sait on est sifflé sévèrement. Après, je trouve que le match a été mal arbitré, mais je dirais juste parce qu'Anthony Taylor est un mauvais arbitre, mais ça tout le monde le sait et je comprends pas pourquoi il Oui. arbitre un tel match. Donc je dirais qu'il est plus nul qu'autre Anti-Arsenal. Ouais. chose Oui, oui, bien que sûr, oui. anti-Arsenal, voilà, Oui. tu vois. Mais je trouve ça nul, enfin, je trouve ça fou qu'il Ça soit fait là des arbitrer saisons un- ça fait des saisons qu'il est catastrophique. C'est Et ça, sur des matchs comme ça, tu dois mettre les meilleurs arbitres anglais et il n'en fait pas partie. voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais j'essaie de me sortir de ça parce que Ah, ça devient sinon compliqué on après, ouais. s'arrache la tête, quoi. Je On suis s'arrache la tête. je suis Et entièrement on d'accord n'arrive avec toi. plus à voir le match avec les bonnes lunettes, quoi. C'est clair. Messieurs, Louis, tu voulais encore rajouter quelque chose ou pas? Non, pour moi, tout a été dit. Ok, parfait. Je vous propose, pour terminer ce débrief, ce podcast, je vous propose vos flops et vos tops et de finir sur le bilan de cette journée, où on en est au classement et surtout les trois matchs. Preston en fait partie, mais les deux prochains matchs de PL qui arrivent. Allez, vos flops et vos tops. Thomas, tu le sais, traditionnellement, on commence toujours par les flops pour terminer sur une bonne note. As-tu des flops? Si oui, quels sont-ils? Ou quel est-il? Sur ce match, Ouais, si j'ai un flop pour moi, c'est Havertz. Même ok. il est un peu meilleur en fin de match où il se réveille un peu. J'aurais pas été étonné qu'il sorte plus tôt parce que je trouvais il était vraiment en dessous de ses standards. Ok, c'est le seul que tu mettrais en flop? En vrai De flop, façon ouais. générale, ouais. Et l'arbitrage, du Ouais, coup. ouais, Ou l'arbitre, pardon. Pas l'arbitrage, l'arbitre. ouais, c'est ça. Qui n'est jamais bon. Louis! En flop, je vais dire on va dire globalement la maîtrise de la deuxième mi-temps, où je pense qu'on n'a pas su être dans la continuité de la première, et la condition physique slash blessure de nos joueurs qui nous pose encore et toujours problème et qui va continuer de nous poser problème dans la semaine à venir. D'ailleurs, Louis, dans l'avant-match, dans ton article d'avant-match qui est paru ce matin, tu disais qu'on avait l'effectif le plus petit. Je ne sais plus comment tu l'as formulé. Je pense que tu parlais de profondeur de banc et de nombre de joueurs. Oui, tout à fait. Et effectivement, chaque blessure devient très, très, bah,
chaque blessure slash suspension nous pénalise beaucoup plus que d'autres clubs qui jouent le titre comme nous. Euh, Vos tops, tu enchaînes Louis sur tes tops? En top, ben, je vais, alors comme mon instant patient l'a dit, je vais partir sur Partey, Ouais. Rice aussi qui a été très bon, White aussi qui a été excellent aussi en tant que défenseur central, un poste où il y avait plus Louis depuis un moment aussi, donc ça c'est Il, important de le souligner. il va nous faire les 11. Et Donc non, et après et Partey puis Rice et White, c'est ça? oui, puis le retour Salvatore de Saka, on va dire. Ouais. Allez, je te laisse le 3,5. Thomas, Ouais, bah j'aurais dit un peu la même chose. t'as le droit. Partey, Rice, je mettrais une petite note un peu pour Trossard, notamment sur sa première mi-temps, où franchement j'étais assez déçu de lui ces derniers jours, mais il s'est un peu éteint en deuxième. J'aurais pu dire Saka aussi vis-à-vis de son but, mais Trossard, j'étais vraiment content qu'il se réveille et qu'il apporte justement, comment dire, toutes ses qualités à un moment où on l'attendait plus, notamment au milieu de terrain et un titulaire. Hmm. Voilà, très agréablement surpris par sa prestation avec Partey et Rice qui ont tenu la baraque. Ça marche. Messieurs, faisons un point sur le classement. Je crois qu'il n'y a plus de match à jouer ce soir. Manchester City vient de prendre la tête avec 23 points et reste invaincu dans cette première ligue. Liverpool est deuxième, un point derrière avec 22 points et nous pointons à la troisième place de ce classement avec 18 points, égalité avec Aston Villa, un point devant Chelsea qui est cinquième, mais on compte déjà 5 points de retard sur Manchester City et 4 points de retard face à Liverpool. Peut-on considérer d'une part, par le contexte, que ce match nul est un match nul euh, encourageant ou un bon match nul? Pensez-vous que nous sommes au premier tournant de ce championnat avec les 5 points de retard face à City? Euh, voilà, vous avez la parole est à vous, messieurs. Bah, je pense que non, la saison n'est pas terminée, effectivement. Là, sur les deux derniers matchs, ça nous fait un C'est point une pris option que sur je ne t'ai pas 6. laissée, Louis. J'ai demandé si c'était un premier tournant dans la saison. Tournant, alors je vais reprendre tes mots, est-ce que c'est encourageant? Oui. Est-ce que c'est un bon match nul? Pour moi, non. Parce qu'aujourd'hui, si justement on voulait raccrocher le bon wagon, on devait prendre les 3 points. Maintenant, voilà, 5 points d'écart avec City. On reste en première ligue sur un point pris sur 6 possibles. Donc le rythme n'est pas très clairement. Hmm. On a le match de Preston qui arrive et celui-là, il faut pas l'oublier parce que les matchs de Cup, on les a trop souvent délaissés ces dernières saisons et on ne peut plus se permettre de les délaisser. Donc, tant bien que mal, et si on prend en compte le contexte effectivement des blessures, etc., oui, il y aura une rotation, mais on peut pas se permettre de sacrifier ce match de coupe. Et après, après on enchaîne Chelsea et Newcastle et on doit impérativement prendre 6 points sur 6 pour rester dans le bon wagon parce que Chelsea au final est une équipe qui est en pleine bourre et on peut pas se permettre de perdre des points bêtement encore une fois contre les concurrents directs. Donc d'ici le Boxing Day, il faut pas sera interdit. Ouais, bah, du coup, t'as même anticipé la suite de mon propos sur les matchs à venir. Thomas, même question par rapport au classement, qui est quelque chose de très factuel du coup pour le coup, avec City qui a déjà 5 points d'avance. Premier vrai tournant de la saison, est-ce que la victoire était déjà obligatoire ce soir ou ton ressenti par rapport à ça? Je dirais pas un tournant parce que je pense que c'est assez flou, je trouve, cette saison. Je trouve pas du tout Manchester City serein, je trouve pas Liverpool serein. Nous, on est handicapé ou on s'handicape tout seul, donc c'est un peu compliqué à jauger, même si on n'a pas du tout le même calendrier que les autres. Quand je vois le calendrier de Liverpool, ce qu'ils ont eu depuis le début de saison, c'était assez cool comparé à nous. Donc je pense qu'on a passé aussi nous des gros adversaires, qu'on peut encore engranger pas mal de points. Et oui, sur le fait que c'est en tête de la première ligue, je trouve que les autres ne sont pas sereins, notamment avec la perte de Rodri euh, pour City. Hmm. Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à jouer. Et voilà, je suis ni content ni ni pas content de ce match nul,
mais face à un adversaire qui quand même était plutôt sur des bons rails, ce qu'on a fait en première mi-temps me montre, je trouve, me rassure sur la suite. Ouais. Alors, je vais répondre à ma propre question et je vous laisserai rebondir dessus si vous le souhaitez. Moi, je trouve qu'on est sur un premier vrai tournant de ce championnat-là. Parce que quand tu laisses 5 points à City, ça reste un tournant. Pour récupérer 5 points à City, tu récupères pas ça en 2 matchs. Et donc, du coup, on sait que City est parti pour avoir, pendant un certain temps, peut-être jusqu'à la trêve hivernale, euh, se battre, avoir un chassé-croisé avec Liverpool. Euh, donc du coup, c'est bien qu'il y ait la pression de Liverpool derrière qui est juste à un point parce que voilà, City va jouer avec une certaine forme de pression. Mais nous, on a quand même 5 points de retard au bout de 9 matchs. Ça fait quand même quelques faux pas de City sans que nous, on en fasse dans le même temps. Donc voilà, et je suis pas en train de vous dire que le championnat est perdu, mais pour moi, c'est un vrai, vrai tournant. Voilà. On a quand même, je crois que Louis, tu l'as dit, on a quand même, sur les derniers matchs de championnat, on perd Bournemouth, on fait match nul à City et on fait match nul contre Liverpool. C'est ça nos 3 derniers matchs de mémoire. Je les ai plus en tête, mais ça doit être quelque chose comme ça. Attends, je l'ai là. Liverpool, match nul. Bournemouth, on perd. Non, pardon, on gagne contre Southampton à la maison 3-1. Pardon. Et tu peux me dire, c'est quand la dernière fois qu'on a fait un clean sheet? Waouh. Juste Tu veux- par curiosité. Ouais, à l'Atalanta et contre Tottenham. Ouais, donc ça commence à remonter aussi. Ouais. Ouais, clairement. Mais on met 2 buts. Alors, tu vois, si on veut contrebalancer, on met 2 buts à Liverpool qui en avait pris 3 depuis le début de la saison. Ah oui, non, mais c'est Mais voilà. Mais c'est vrai que totalement. notre assise défensive, qui était l'une de nos forces, d'ailleurs, on l'avait fait dans le. C'était avec nous qu'on avait fait le bilan septembre-octobre pendant la trêve internationale, où il y avait ces comparaisons de buts encaissés et il y avait aussi l'aspect je dirais, éducation complètement c'est complètement nul comme terme mais sur les cartons jaunes discipline pardon sur le nombre de cartons jaunes et le nombre de cartons rouges que l'on avait pris mais c'est vrai alors j'enlève le 1-0 contre le Shakhtar à la maison non pardon excuse-moi dernier clean sheet oui c'est ça ouais dernier clean sheet c'était contre le Shakhtar en Ligue des Champions. Ensuite, il y avait contre Paris en Ligue des Champions et en championnat, c'est effectivement contre Tottenham Ouais. le 15 septembre. Ça fait quand même quelques temps. Pour parler de la suite, Preston, tu l'as dit, il faut continuer à gagner en League Cup parce que ça nous permet aussi, ce sont des matchs qui nous permettent de faire une rotation et de faire jouer des joueurs qui ont besoin de temps de jeu et que l'on a peut-être encore besoin de tester. Waneri en fait partie. Et après, il y a trois déplacements. Il y a Newcastle, l'Inter et Chelsea. Je suis pas très loin de te rejoindre quand tu dis qu'il faut 6 points, hein. Bah oui, là, le faut pas est globalement interdit, surtout contre Chelsea qui sont juste derrière nous. Donc, on doit pas laisser s'échapper et Liverpool et City, mais on Hmm. doit surtout pas laisser s'échapper le top 4 quoi. Donc là, on ne peut pas, on ne peut plus laisser de points en route. Thomas, tu es d'accord avec cette analyse-là ou est-ce que tu trouves que on est un petit peu trop dans la gravité? C'est important de dire que 5 points, c'est beaucoup quand c'est City en face, ça c'est clair. Maintenant, comme je disais, je pense que City va perdre des points et que Liverpool va perdre des points à droite à gauche aussi. On aurait fait ça l'année dernière, je pense que j'aurais pas dit ça. Après, on est capable d'aller chercher des points un peu partout maintenant, mais en effet, on n'a plus le droit à l'erreur là. On n'a plus le droit à l'erreur pendant quelques temps. Il va falloir pousser fort. On a jusqu'à janvier, je dirais, un calendrier qui est beaucoup plus accessible. Donc, il faut y aller là. Ok, donc pour toi, c'est aussi, entre guillemets, 6 points obligatoires sur les 2 prochains matchs Ouais, de ouais, ouais. championnat. Ok, parfait. Messieurs, on arrive sur la fin. Les notes sont disponibles. Les notes de la rencontre sont disponibles sur le site Arsenal French Club.
Je ne sais pas qui était à la notation, Louis. Je ne sais pas si tu le sais ou pas. Je crois que c'est Lucas. C'était Je crois que c'est Lucas? Lucas. Il me Ok. semble, oui. N'hésitez pas à donner vos propres notes, ce qui, je crois, modifie la moyenne. En tout cas, on voit et vous pouvez noter, donner votre sensibilité, dire si vous étiez d'accord ou pas. N'hésitez pas à commenter ce podcast-là. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. L'actualité, là, tout de suite, c'est lundi. Alors, c'est la sortie de ce podcast-là, mais quand vous l'aurez écouté, c'est de vous dire que lundi, il y a la partie numéro 2 avec notre ami Jonathan qui a fait un excellent travail avec Thomas et Flo sur le podcast des artilleurs, sur le rôle d'Edu. Je suis assez fidèle à vos podcasts, messieurs, et la première partie m'a beaucoup plu. Et j'attends la seconde partie avec impatience et toujours avec un travail de sap et de recherche de Jonathan qui est toujours assez impressionnant. Il y a Preston mercredi, et puis après, Newcastle. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous aimez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à faire plein de pubs pour nous. Ça serait super cool. Messieurs, je vous remercie de votre présence. L'heure, elle est passée. Je suis désolé. Vraiment désolé. C'est pas cette fois-ci qu'on y arrivera. Louis, à très bientôt. Sur Discord. Thomas, pardon, bonne continuation. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation et d'être le troisième homme et mon deuxième expert du soir. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Tu reviens quand tu veux. Merci. Messieurs, je vous embrasse, je vous salue, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Louis, c'est bon, on peut aller boire la pinte. Ah, carrément. Bien mérité celle-là. Ouais. Allez, à très bientôt. Salut, messieurs. Salut. Bye. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.